Bonjour, bien. Bonjour à tous. C'est vraiment un grand plaisir d'accueillir Antoine, qui est un peu ici chez lui. Hein. C'est un ancien de l'école, à tous les sens du terme. 83, je crois, le diplôme. Et puis voilà. Après, thèse, chargé de recherche à l'ENS. Et puis, je suis revenu au département de physique, en 2003 au département de physique, et tu en es reparti. Non, je suis venu en 2003 ici, sur le campus. Ah, c'est ça, 2003 sur le campus. Voilà. Département de physique. Exactement. Et puis, département de physique, donc précédent chairman du département de physique, donc prédécesseur de Christophe et de Manuel Joffre, je ne sais pas où est Manuel, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, ta thématique de recherche, c'est important qu'on le dise, pour que ça va peut-être permettre de bien placer le cadre. C'est la physique des systèmes quantiques qui montre des corrélations fortes. C'est la thématique générale. Et ton exposé aujourd'hui portera sur les supraconducteurs aux atomes froids, quand la matière quantique joue collectif. Qu'est-ce que je peux dire de particulier que les gens ne connaissent pas? Alors, tu es devenu immortel en 2014, ça c'est un événement important, Académie des sciences. Tes travaux t'ont valu de nombreuses récompenses. Alors déjà, à l'École Polytechnique en 83, tu as eu le prix, alors je n'ai pas retenu le nom, mais le prix Louis Armand. Puis tu as poursuivi, un prix de l'Académie des sciences un peu plus tard, et puis en 2004, je crois, 2007, la médaille d'argent du CNRS. On te doit un grand nombre de papiers. Tu as piloté pendant un certain temps le département de physique. C'est un très grand honneur de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Donc je vais te repasser la parole, Antoine. Merci. Merci, Riyad. C'est un grand plaisir de donner ce séminaire. Je suis très reconnaissant à Riyad et à Christophe Copper de m'avoir demandé de venir faire ce séminaire. Je m'excuse auprès de ceux qui ne parlent pas français, mais je vais faire le séminaire en français, parce que je trouve que sinon ça serait un peu étrange. Ceci étant dit, pour essayer de rendre le séminaire accessible à ceux qui ne parleraient pas français dans la salle, j'ai fait tous mes slides en anglais. Et bien sûr, on peut discuter en anglais. Voilà. Donc, je vais vous parler de systèmes qu'on pourrait définir comme étant des grands systèmes quantiques. Donc, des systèmes quantiques dans lesquels il y a beaucoup de particules identiques et qui sont en interaction les unes avec les autres, et dans lesquels ces interactions, ou plus précisément les corrélations entre particules, que ces interactions induisent, conduisent à des phénomènes collectifs. Et je voudrais d'abord situer un petit peu le terrain de jeu, si vous voulez, de quel système parle-t-on et qu'est-ce qui se passe dans ces systèmes. Donc, l'idée générale, c'est que ces systèmes, donc on appelle, dans le contexte au moins des matériaux, les systèmes à électrons fortement corrélés, donc ça c'est le cas où ces particules dont je parlais sont des électrons qui interagissent entre eux, comme les électrons d'un solide. Un aspect distinctif de ces matériaux, c'est qu'ils présentent des phénomènes collectifs souvent de grande amplitude, ou disons assez spectaculaires. En anglais, on fait toujours un peu de l'emphase, on dirait « they do big things ». Donc, voilà des exemples de ces comportements collectifs remarquables dans ces matériaux. Par exemple, des transitions métal-isolants, je vais donner des exemples, du magnétisme, de la supraconductivité, qui est l'exemple même d'un phénomène collectif quantique à l'échelle macroscopique. Et tout ça fait que ces matériaux ont des fonctionnalités potentiellement intéressantes, qui posent des questions qui sont des questions de physique fondamentale. C'est pour ça qu'on peut s'en occuper dans un laboratoire de physique théorique, comme celui dont je fais partie ici sur le campus. Et ils nécessitent aussi, si on veut les utiliser dans des applications pratiques, un contrôle de leurs propriétés. Et ça, j'y reviendrai vers la fin du séminaire. Ah, voilà, donc ça marche déjà plus. Donc on va avoir un petit problème. Il va falloir que je change mon ordinateur d'endroit pour rester dans le champ de la caméra. C'est le passage des slides que mon Mac n'aime pas. Voilà. Bon. Non, c'est un problème qui arrive assez souvent. On peut essayer de le réparer comme ça, mais... Voilà. Donc, voilà des exemples de ces comportements collectifs
qu'on voit dans ces matériaux. Donc ce que vous avez en haut à gauche, ici, c'est un exemple qui est en fait assez ancien, qui a été étudié beaucoup au laboratoire Bell Labs dans les années 70 du siècle précédent, où on a un oxyde de vanadium, en l'occurrence V2O3, dans lequel, en fonction de la température et soit de la substitution chimique, soit de la pression physique avec laquelle on agit sur le matériau, on peut basculer ce système d'une phase à une autre. Et donc vous voyez que ce matériau a au moins 3 phases différentes. À basse pression ici, une phase qui est un isolant paramagnétique. Vous pouvez vous représenter cette phase comme étant ce petit cartoon où on voit un ensemble d'électrons qui sont localisés mais qui gardent un degré de liberté de spin qui peut être up ou down sur chaque site. Donc un paramagnétique avec des moments locaux. Si on appuie sur le système, il y a une transition de phase du premier ordre ici, très violente, où la résistivité chute de 5 ordres de grandeur. C'est une transition du premier ordre avec un point critique du second ordre qui la termine, un petit peu comme une transition liquide-gaz, si vous voulez, où on entre dans une nouvelle phase qui est celle d'un métal. Alors c'est un métal qui a des fortes interactions entre électrons, mais c'est un métal, d'une conductivité métallique. Et puis, bien évidemment, cet ensemble de spins fluctuants, quand on baisse la température, il faut bien qu'il finisse par s'ordonner. Et donc, cet isolant devient un isolant antiferromagnétique, où maintenant les flèches ici sont ordonnées sur les deux sous-réseaux, comme vous voyez. Donc, vous voyez que ça, c'est un matériau dans lequel on peut basculer d'une phase électronique à une autre phase électronique en fonction de 2 paramètres, qui sont la température et la pression, et qui est donc juste sur le bord d'une instabilité entre localisation des électrons dans cette phase et délocalisation dans cette phase. Et puis voilà d'autres exemples de diagrammes de phase complexes dans ces matériaux à électrons fortement corrélés. Ça, c'est un des plus complexes qui existent, c'est celui des manganites, dans lesquels il y a toutes sortes de phases magnétiques différentes, des phases avec ordre de charge, etc. Donc vous voyez cette notion de phase en compétition, d'ordre macroscopique en compétition, et éventuellement la possibilité de basculer le type d'ordre qu'on a dans ces systèmes d'une phase à l'autre en agissant sur un paramètre qui est ici le dopage. Et puis bien sûr, ça serait étrange de parler de ce domaine sans parler de la classe de matériaux qui a relancé l'intérêt pour toute cette classe de matériaux à électrons fortement corrélés dans les années 80, la fin des années 80, toujours du siècle dernier, qui sont les supraconducteurs à haute température de la famille des oxydes de cuivre, où vous voyez ici, de nouveau, un diagramme de phase en fonction de la température et du dopage, soit du dopage en trou, soit du dopage en électrons, dans lequel on a un isolant antiferromagnétique qui peut être transformé en un état métallique qui a toutes sortes de propriétés étranges, j'y reviendrai un petit peu vers la fin du séminaire, et finalement un état supraconducteur avec ce dôme supraconducteur, la TC monte et finit par descendre. Et donc vous voyez de nouveau la notion de phase en compétition et de différents types d'ordres collectifs qui apparaissent dans ces systèmes en raison des interactions entre électrons. Alors, tout ça, c'est de la physique plutôt, je dirais, fondamentale. Et évidemment, derrière tous ces diagrammes de phase, il y a plein d'études expérimentales et plein de questions théoriques, mais il peut même y avoir des applications pratiques. Et en voilà une, par exemple, qui a été étudiée ici au CPHT, donc même dans un laboratoire de physique théorique, on peut s'intéresser à des matériaux qui ont des applications potentielles, par le groupe de Silke Biermann, ici, qui a étudié l'oxyde de vanadium, pas tout à fait le même que le précédent, le dioxyde de vanadium, qui a la propriété suivante d'avoir une transition métal-isolant à une température critique qui est proche de la température ambiante. Il est métallique au-dessus de 20 degrés Celsius et isolant en dessous. Et donc ça, c'est très bien parce que ça veut dire que si vous faites une fine couche d'oxyde de vanadium sur une vitre, vous pouvez avoir une vitre qui réfléchit l'infrarouge au-dessus de la température ambiante et qui laisse passer l'infrarouge quand il fait froid dehors. Alors c'est ce que les gens appellent les vitres intelligentes. Bon, disons, c'est peut-être aussi intelligent que puisse être une vitre de basculer entre deux états. Mais peut-être on peut faire mieux. Mais pour une vitre, c'est déjà pas mal, effectivement, d'avoir cette propriété. Et je crois que Thales, d'ailleurs, la porte à côté, s'est pas mal intéressé à ce système, à ce matériau qui, avec un certain nombre
de transformation de composés de substitution chimique. Ce n'est pas le pur VO2 qui fait le job dans les applications commerciales, et en général les gens ne vous disent pas exactement ce que c'est, fait l'objet déjà d'applications industrielles. Alors, donc, voilà, je vous ai décrit quelques exemples. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est essayer de vous donner une idée de quels sont les matériaux qui sont suspects d'avoir ce type de comportement. Disons, où est-ce qu'on les trouve quand on regarde la classification périodique? Donc en fait, c'est assez simple. L'idée de base, c'est que ce sont les matériaux dans lesquels on va avoir une compétition entre l'énergie cinétique qui tend à délocaliser les électrons et l'énergie de répulsion coulombienne qui tend à les localiser. Donc si on a un système avec une très grande énergie cinétique, en termes de physique des solides, on dirait une largeur de bande très grande, on va avoir en général des comportements très itinérants dans lesquels les interactions entre électrons ne sont pas très importantes. Et donc ça va plutôt être les systèmes à bande étroite, donc, où la probabilité pour un électron de sauter d'un site à l'autre du réseau atomique est relativement faible par rapport à l'énergie de Coulomb, ou comparable à l'énergie de Coulomb, qu'on va avoir ces comportements. Donc vous sentez bien que ça va se produire quand les orbitales atomiques dans lesquelles se trouvent ces électrons sont suffisamment localisés autour des noyaux. Alors pour des raisons simples de physique atomique, qui est liée à la forme des fonctions d'onde radiales de ces systèmes, enfin quand on monte dans les niveaux n de l'atome d'hydrogène, on va trouver ça, par exemple, quand on regarde la classification périodique, on va trouver ça pour les métaux de transition de la couche 3D. Donc la fonction d'onde radiale d'un électron 3D n'a pas de zéro, parce qu'elle n'a pas besoin d'être orthogonale aux fonctions d'onde radiale d'indice inférieur. Et donc les électrons 3D vont être assez localisés autour du noyau. Donc ça, la couche 3D, ça commence avec le scandium, titane, vanadium, chrome, jusqu'au zinc. C'est le remplissage progressif de la couche 3D qui peut contenir jusqu'à 10 électrons. Et puis évidemment, les métaux de transition de la couche 4D vont être un peu plus délocalisés, donc probablement un peu moins corrélés. Mais les métaux de transition et leurs composés, les oxydes de métaux de transition, sont des candidats naturels pour montrer ce type de comportement. Et effectivement, ce n'est pas un hasard que ce soit les métaux de transition qui montrent, sous la forme d'éléments purs, ce phénomène qu'est le magnétisme, qui est dû aux interactions électron-électron, comme vous savez. On peut répéter le même argument en parlant du remplissage progressif de la couche 4F. Alors là, les orbitales 4F, elles sont encore plus localisées, c'est des orbitales très très atomiques, et quand on met ces systèmes dans l'état solide. Et donc effectivement, ces métaux de la couche 4F, maintenant il y en a 14 ici, qui sont le remplissage progressif des 7 cases quantiques de la couche 4F, ces métaux sont des propriétés tout à fait inhabituelles pour les métaux standards. Par exemple, ils vont avoir une conductivité métallique, mais ils vont avoir une loi de Curie pour leur susceptibilité, une loi de Pauli, qui indique la présence de moments locaux dans le système. Donc ça veut dire qu'il y a des électrons qui conduisent le courant, mais il y a aussi des électrons qui vivent dans d'autres orbitales qui sont essentiellement localisés sur les noyaux. Donc là, dans le même système, on a une coexistence de deux populations itinérantes et localisées. Et évidemment, dès qu'on commence à faire des composés de ces systèmes, par exemple des oxydes de métaux de transition ou des composés de terres rares de différentes sortes, comme les atomes sont plus loin les uns des autres, par exemple dans un oxyde comme VO2, on va typiquement avoir un vanadium, un oxygène et un vanadium, ça réduit encore les amplitudes de transition entre atomes, et donc on va avoir des comportements qui sont encore plus clairement significatifs de la présence de corrélations électroniques. Alors pour illustrer un petit peu un autre type de questionnement qu'on peut avoir, même ces métaux de transition ici, qui sont quand même relativement bien compris, peuvent faire l'objet d'études théoriques très intéressantes qui font intervenir l'effet des corrélations électroniques quand on les place dans des conditions inhabituelles. Et un des problèmes intéressants est étudié toujours au CPHT par Leonid Pourovski, qui doit être quelque part ici dans l'audience, là-haut. C'est le problème du fer dans le noyau central de la Terre. Donc vous savez que la Terre a un noyau de fer solide, enfin, tout au moins on a toutes sortes de raisons de penser que c'est le cas. Personne n'est jamais allé y voir évidemment, mais c'est le modèle établi de la constitution interne de la planète.
Et un des problèmes de ce noyau de fer solide, c'est de comprendre comment s'échangent les courants de chaleur, comment la chaleur diffuse à l'intérieur de ce noyau de fer solide, et en particulier la compétition entre diffusion de la chaleur et convection. L'effet dynamo, qui est responsable du champ magnétique terrestre, repose sur l'idée qu'il y a beaucoup de convection, et pour ça, il faut avoir une conductivité thermique qui est relativement basse. Si on a une conductivité thermique trop grande, on va avoir essentiellement des phénomènes de conduction ou de diffusion de la chaleur et pas des phénomènes de convection. Et donc ça nécessite de pouvoir, les modèles nécessitent de pouvoir calculer la conductivité thermique du fer solide dans des conditions géophysiques épouvantables, avec des pressions super grandes et des milliers de Kelvin. Pourtant, le système est solide parce qu'il est sous très haute pression, même s'il est très chaud. Et évidemment, c'est très difficile de faire des expériences dans ces régimes. Il y a quelques résultats expérimentaux. Mais la modélisation et le calcul jouent un rôle important ici. Et Léonide, au CPHT, étudie ce genre de choses. Et ça, c'est l'exemple d'un de ses articles dans lesquels il montre que la conductivité thermique due à des effets d'interaction électron-électron est effectivement suffisamment faible pour qu'on puisse penser que la convection joue un rôle important dans le noyau de fer solide. Alors, il n'y a pas que les composés de métaux de transition et les composés de terres rares qui montrent ces comportements de forte interaction électronique. Il y a aussi des systèmes dans lesquels les centres entre lesquels les électrons sautent sont simplement très loin les uns des autres. Et ça se produit dans les conducteurs moléculaires. Voilà un exemple qui est assez connu, qui est un cristal de Buckyballs, de Buckminster-Fulleren, donc C60 essentiellement, qu'on peut cristalliser sous forme solide. Et ce matériau montre un comportement supraconducteur avec un TC qui est plusieurs dizaines de Kelvin. Cet autre matériau ici, qui est un autre type de molécule qui forme des empilements bidimensionnels, je ne vais pas me risquer à prononcer son nom exact, ce type de matériau organique bidimensionnel montre un diagramme de phase qui est ici en fonction de la température et de la pression, qui ressemble un peu qualitativement à celui de V2O3. Il y a une phase paramagnétique isolante, une phase antiferromagnétique, une phase métallique, une ligne de transition du premier ordre, et dans ce cas-là, il y a même un bonus supplémentaire il y a aussi un dôme supraconducteur avec une température critique d'environ 14 Kelvin qui est assez haute pour ce type de matériau. Donc voilà, ça vous donne un petit peu un panorama de quelles sont les grandes classes de matériaux dans lesquelles on observe ce genre de comportement. Et en fait, les chimistes du solide et les physiciens ne cessent de nous surprendre avec des nouveaux exemples. Et le dernier en date, qui est vieux d'environ 1 an, c'est celui-là. Vous en avez probablement entendu parler, il y a eu pas mal de bruit autour de ça. C'était une annonce au March Meeting de 2018. C'est ce qu'on appelle le graphène en bicouche twisté. Je ne sais pas comment on dit exactement twisté, avec un angle entre les deux couches. Donc on prend une bicouche de graphène. Et puis, on introduit un tout petit angle entre les deux couches. Alors, ça fait des très jolis motifs qui s'appellent les motifs de Moiré. Les gens d'optique connaissent bien ça. Et il se trouve que Pablo Jarlilo Herrero, à MIT, a découvert que dans ces bicouches de graphène twistées, il y avait de nouveau des isolants corrélés, comme ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, avec des transitions métal-isolants, mais aussi un dôme supraconducteur, donc un diagramme de phase qui ressemble un petit peu à celui des cuprates. Et depuis 1 an, il y a eu des centaines et des centaines d'articles sur ce sujet, beaucoup d'articles théoriques, mais aussi une forte activité expérimentale. Il y a d'ailleurs un petit workshop au mois de mai, au mois de juin sur ce sujet à Paris pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc ça c'est le nouveau kid on the block dans ce domaine des matériaux à forte corrélation électronique. Donc le message général de cette introduction, c'est qu'il y a une riche diversité de matériaux qui présentent ce genre de comportement, qu'il y a beaucoup de phases en compétition, probablement ça indique des faibles différences d'énergie entre ces phases, ça pose le problème du contrôle de ces phases, auquel je reviendrai vers la fin du séminaire. Et j'en ai pas beaucoup parlé, mais il est déjà clair qu'il y a pas mal de degrés de liberté en compétition.
Les électrons eux-mêmes ont un degré de liberté de charge, évidemment, un degré de liberté de spin, et des degrés de liberté orbitaux, puisqu'ils peuvent exister dans différentes orbitales du système, 5 dans le cas des orbitales d, 7 dans le cas des orbitales f, et tous ces degrés de liberté interagissent entre eux, ils interagissent aussi avec les degrés de liberté du réseau pour donner tous ces comportements. La clé du succès dans ce domaine, à mon avis, c'est une sorte de triangle magique, alors c'est un peu le triangle de la physique, si vous voulez, c'est d'avoir, qui est un vieux concept, mais bon, qui est d'avoir un socle très fort de synthèse des matériaux. Donc c'est vraiment la base. Sans matériaux, on ne peut pas faire d'expérience et on ne peut pas non plus réfléchir à des phénomènes. Donc il faut avoir un socle très fort de chimie du solide ou de synthèse des matériaux, comme dans le cas du graphène par exemple. Et ça, c'est vraiment la base de tout. Donc mon triangle devrait peut-être être inversé. C'est la base de tout. Et puis, une fois qu'on a ces bons échantillons, ces bons matériaux, ces bons devices, on peut faire des expériences. Et ce domaine des matériaux fortement corrélés a conduit à des progrès dans les différentes techniques expérimentales de la physique de la matière condensée. Pratiquement dans chaque technique expérimentale, la résolution, la capacité d'explorer ces matériaux avec ces techniques ont été poussées de plusieurs ordres de grandeur grâce à ce domaine. On peut parler du STM, de la photoémission, enfin il y a plein d'exemples. Et puis la théorie est aussi relativement utile. Quelquefois elle arrive un peu après la découverte, mais elle est en général quand même utile. Et une chose importante à voir, c'est que finalement, si on regarde le plateau de Saclay, on a un peu tout ça sur le plateau de Saclay. Il y a pas mal d'élaboration de matériaux, mais il y a surtout énormément de facilités expérimentales. Il y a aussi pas mal de théories. Donc les conditions sont réunies pour faire de la belle science sur ce sujet, à condition de considérer l'ensemble de l'entité de Saclay comme un ensemble connecté, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'était mes 2 minutes de politique. En ce qui concerne la région parisienne, il y a vraiment 2 campus principaux dans ce domaine, et en physique en général, évidemment, qui est la zone Paris-Saclay et la zone de Paris-Centre. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai surtout parlé des matériaux, et pour les gens qui ont un esprit un peu théoricien, ça peut sembler être une espèce de jungle. Voilà, ça c'est un tableau que j'interprète de cette manière. Et maintenant, je voudrais vous parler de choses qui sont un petit peu plus simples, en partant d'une description modèle extrêmement simple, qui nous sert un peu, si vous voulez, de drosophile pour faire de la physique théorique sur ce type de questions. Donc je vais passer pour quelques instants de la jungle des matériaux au monde idéal des modèles, et je vais vous parler de ce modèle ici, qui s'appelle le modèle de Hubbard. Donc qu'est-ce que c'est que le modèle de Hubbard? Le modèle de Hubbard, en gros, c'est l'image caricaturale d'un solide pour le physicien théoricien qui ne connaît pas la classification périodique, donc il connaît juste l'atome d'hydrogène. Il fait une chaîne d'atomes d'hydrogène parce qu'une dimension c'est plus facile. Chaque atome d'hydrogène a une couche 1s dans laquelle il y a un électron. En général, même les physiciens théoriciens se souviennent de ça. Et ces électrons peuvent sauter d'un site sur l'autre, comme on le voit ici, par effet tunnel. Et donc c'est ça qui produit finalement une onde de bloc délocalisée sur l'ensemble du solide. Alors vous voyez que ça, on peut le décrire de manière très simple. On peut le décrire par ce modèle qui est écrit ici, où on a des opérateurs qui créent un électron ou qui détruisent un électron sur un site, une amplitude tunnel entre sites, et puis quand même, pour ajouter quelque chose d'intéressant dans ce modèle et tenir compte des corrélations électroniques, quand on met 2 électrons sur le même atome, c'est-à-dire qu'on passe de l'hydrogène à l'hélium, eh bien, on paye un poids énergétique U, qui est une interaction répulsive, qui, si vous voulez, une caricature de l'interaction de Coulomb. Alors ce modèle, il est extrêmement simple. Il joue un petit peu, si vous voulez, le rôle du modèle Ising dans le modèle du magnétisme, c'est-à-dire une sorte de drosophile, un modèle très simple, et qu'on aimerait bien comprendre, et dont on espère qu'il continue à conserver un certain nombre au moins des phénomènes qui nous intéressent. La seule différence, c'est que le modèle Ising, on le comprend très bien, tandis que ce modèle, qui s'appelle le modèle de Hubbard, ce modèle n'est que très partiellement compris.
même aujourd'hui. Donc on est un peu dans la situation des années 30 pour le modèle d'Ising, des années 30 du siècle dernier, où on sait très bien ce que fait ce modèle en une dimension, on sait très bien ce que fait ce modèle en très grande dimension, et on sait un peu ce que fait ce modèle en deux dimensions, mais il y a encore beaucoup de questions ouvertes, et deux dimensions est important pour beaucoup des matériaux que j'ai montrés précédemment, que ce soit les cuprates, ou les organiques, ou le graphène, etc. Donc il y a encore énormément de choses à faire. Le problème est très difficile pour des raisons que j'expliquerai un petit peu tout à l'heure. Alors il y a une chose en revanche qui est très belle, qui est que ce modèle de Hubbard n'est plus seulement un modèle jouet. C'est-à-dire c'est plus seulement une description hyper simplifiée mais très caricaturale d'un solide, c'est quelque chose qu'on peut vraiment réaliser au laboratoire et étudier, réaliser un système expérimental qui réalise ce type de modèle. Et ça, c'est venu d'un domaine totalement différent, qui est le domaine des gaz atomiques ultra-froids. Je vais consacrer quelques slides à en parler, parce que c'est une très belle aventure qui s'est produite dans ce type de physique depuis une vingtaine d'années maintenant, et qui évidemment, c'est une aventure qui débute évidemment avec la capacité de refroidir les gaz atomiques jusqu'à des températures très basses, ou si vous voulez, de ralentir les atomes de ces gaz atomiques, jusqu'à des températures qui, à l'époque de ces slides, étaient peut-être de l'ordre d'une fraction de micro-Kelvin, et qui maintenant tournent autour du nano-Kelvin. Donc littéralement l'endroit le plus froid de l'univers, beaucoup plus froid que l'espace interstellaire, qui est très chaud à 3 Kelvin, comme vous savez tous. Et donc, vous voyez, 9 ordres de grandeur plus froid que ce qui se passe dans l'espace interstellaire. On peut non seulement refroidir ces gaz atomiques, mais on peut aussi les piéger. Et on peut les piéger dans des réseaux, dans ce qu'on appelle des réseaux optiques, qui est un domaine qui a en particulier été développé et inventé par Gilbert Grimbert, qui était longtemps ici au département de physique et qui est tragiquement décédé. Et un réseau optique, ça se fait en faisant simplement des ondes stationnaires, interférences de lasers. Ici, j'ai représenté 6 lasers qui forment un système d'ondes stationnaires tridimensionnel. Et l'interaction dipolaire entre le champ électrique de ces ondes stationnaires et le moment dipolaire induit dans des atomes conduit à un potentiel périodique que voient les atomes, qui est une sorte de boîte à œufs. Et donc vous voyez que ça commence à ressembler beaucoup à un solide. À part que les atomes, en rouge ici, jouent le rôle des électrons dans un solide. Ils sont neutres, pas chargés, c'est une différence. Donc ils n'interagissent pas de la même manière, mais ils interagissent quand même. Et puis le potentiel périodique que les ions du réseau cristallin créent sur des électrons, et le potentiel périodique est créé par la lumière. Donc c'est des sortes de cristaux d'atomes et de lumière. Et évidemment, ces systèmes ont l'intérêt d'être extraordinairement contrôlables. On peut contrôler la force de l'interaction et l'amplitude de tunnel entre sites en réglant la puissance des lasers, donc en allant vers des réseaux plus ou moins profonds. On peut contrôler la géométrie du réseau, on peut faire du graphène d'atomes et de lumière, par exemple, ça a été réalisé à l'ETH de Zurich. On peut faire toutes sortes de choses. On peut étudier la réponse de ces systèmes à des perturbations dépendant du temps, de manière plus contrôlée que ce qu'on peut faire dans les solides. On peut aussi le faire dans les solides, comme ce que fait Luca Perfetti ici, par exemple. Et là aussi, le plateau de Saclay est un environnement particulièrement fécond pour ce genre de physique, puisque juste à côté, il y a les groupes de l'Institut d'optique, le groupe d'Alain Aspect ou le groupe d'Antoine Broves, qui font des choses très très belles sur ce sujet actuellement. Et puis, dans un domaine différent, mais relié quand même, les phénomènes de condensation de Bose des polaritons, et il y a Jacqueline Bloch qui est assise là. Je te promets, Jacqueline, que je n'ai pas rajouté ça parce que je t'ai vu avant le séminaire. C'était vraiment dans mon slide. Et là aussi, au CPHT, il y a de la théorie sur ce sujet, par exemple par Laurent Sanchez-Palencia ou Karine Lehure, et moi-même, j'ai travaillé un petit peu dans ce domaine. La beauté de ce domaine, c'est que les ordres de grandeur des différentes échelles d'énergie sont complètement différents de ceux d'un solide. Par exemple, l'énergie de Fermi dans un solide va être quelques électronvolts, donc 10 puissance 4 Kelvin, alors qu'ici, on parle d'énergie de Fermi qui vont être de l'ordre du micro-Kelvin, ou d'une fraction de micro-Kelvin. Donc il y a 10 ordres de grandeur entre les deux. La maille du réseau, dans un cas, va être de l'ordre du micromètre, dans le cas d'un solide de quelques angstroms.
Donc il y a des ordres de grandeur entre ces deux systèmes, mais finalement ce qui compte en physique, c'est les rapports d'échelle d'énergie, et on peut poser exactement les mêmes questions à ces systèmes que ceux qu'on pose aux électrons dans les solides, avec des différences, et des différences qui sont souvent fécondes. Et voilà une expérience qui a un petit peu démarré, je dirais, l'explosion de ce domaine il y a maintenant presque une vingtaine d'années, qui est la réalisation par l'équipe de Immanuel Bloch et Tillman Eslinger dans le groupe de Ted Hench à Garching. C'était la thèse de Marcus Greiner, qui est maintenant à Harvard, la réalisation d'une transition de phase en un état superfluide, qui est signalé ici par un pic d'interférence à k égale 0, et un état isolant de Mott, donc un état itinérant dans lequel les bosons, en l'occurrence c'était les bosons, se déplacent dans le réseau et forment un superfluide, et un état localisé dans lequel chaque atome est localisé dans sa boîte à eux, dans un petit puits de sa boîte à eux. Et la possibilité d'observer cette transition est ce qui, on peut dire, a vraiment lancé ce nouveau domaine de la physique à l'interface et en liaison avec la physique de la matière condensée. Alors, les gens qui travaillent dans ce domaine, y compris moi-même, vous expliquent qu'il s'agit d'atomes ultra froids, mais comme je le disais, ce sont les rapports d'échelle d'énergie qui comptent. Et donc, en termes de température sur la température de Fermi, en fait, ces systèmes, dans le cas fermionique, ils ne sont pas si froids que ça. Et si on mettait ces échelles d'énergie sur un graphe qui est le diagramme de phase en fonction de la température et de la force de l'interaction du modèle de Hubbard avec une particule par site, où vous reconnaissez les différents petits cartoons des différentes phases dont je parlais tout à l'heure pour V2O3, ce modèle de Hubbard a exactement ces différentes phases dans ce cas-là où on le regarde. Mais vous voyez qu'en termes d'échelle d'énergie, il y a encore 5 ou 6 ans, ces systèmes d'atomes froids, si je normalise la température par l'amplitude tunnel entre sites du réseau, ben, il était à des températures de l'ordre de l'amplitude tunnel. Alors, dans un solide, l'amplitude tunnel, ça serait peut-être quelque chose comme 2000 Kelvin, hein, un cinquième d'électron-volt, quelque chose comme ça. Et donc, vous voyez qu'en fait, en équivalent solide, si vous voulez, il y a encore 5-6 ans, les fermions froids dans les réseaux optiques, ils étaient à 2000 Kelvin. Donc, vous pouvez dire que c'est des fermions très froids, parce que leur vraie température, c'est le nanoK, mais en termes de température relative, ils sont super chauds. Et donc, un des domaines, une des questions vraiment importantes dans ce domaine, c'est comment est-ce qu'on peut refroidir ces systèmes encore plus, de manière à atteindre les régimes intéressants que les physiciens du solide savent faire depuis très très longtemps. Et donc, maintenant, grâce à un certain nombre d'avancées, le Bloch qui est là cette fois n'est pas Jacqueline Bloch, c'est Immanuel Bloch. Donc un certain nombre d'avancées sur les techniques de refroidissement, on peut commencer à amener ces systèmes dans le régime qui est intéressant pour faire de la vraie physique des corrélations. On a travaillé un petit peu sur ce problème du refroidissement des atomes fermioniques au CPHT avec Corinna Collat quand elle était ici, et la méthode qu'on a proposée est utilisée en partie dans ces expériences. Voilà, donc le but de cette seconde partie, c'était de vous montrer un petit peu ces connexions inattendues qui surgissent en physique entre la physique de la matière condensée, en l'occurrence, et l'optique quantique, et comment un nouveau domaine de recherche peut se développer à l'interface de ces deux domaines. Et maintenant, je voudrais revenir un petit peu au problème de base, qui est d'essayer de vous faire comprendre pourquoi, du point de vue théorique, ces problèmes sont difficiles. Pourquoi je dis que le modèle de Hubbard est encore loin d'être vraiment compris. Alors, il y a des raisons qui sont des raisons pratiques, d'ordre computationnel, qui est que si on veut vraiment... C'est des systèmes en forte interaction, et donc les méthodes analytiques ont leurs limites, et à un moment ou à un autre, il faut utiliser des méthodes numériques. Et du point de vue numérique, ce problème est extrêmement difficile. Une autre raison, qui est plus conceptuelle, c'est que la physique de ces systèmes transforme assez profondément la manière dont on pense à la physique des solides en général, et en particulier l'image d'un gaz d'électrons presque libre qui interagissent faiblement n'est plus vraiment valable, et je vais y revenir un petit peu après. Donc je vais d'abord dire quelques mots sur l'aspect plus computationnel. Pourquoi est-ce que le problème
de fermions en interaction est si difficile. Bon, ben, c'est assez facile de comprendre ça si on se souvient que dans un millimètre cube de matière solide, on a en gros 10 puissance 21 électrons, et que l'espace de Hilbert, c'est-à-dire l'espace de ces configurations, est exponentiel de ce nombre. Donc vous avez n spin, par exemple, sur un réseau, le nombre de configurations c'est 2 puissance n, c'est exponentiel de n log 2, et donc vous avez un nombre qui est exponentiel de 10 puissance 21. Donc n'y pensez même pas, exponentiel de 10 puissance 21, c'est un nombre impossible on ne peut même pas y penser vraiment. Et donc il est complètement exclu, par exemple, de diagonaliser l'hamiltonien, qui est un hamiltonien de taille exponentielle de 10 puissance 21, par exponentielle de 10 puissance 21, on ne va pas y arriver. Pour vous donner une idée, même trouver la fonction d'onde de l'état fondamental, donc juste la fonction d'onde de l'état d'énergie la plus basse, par des méthodes algorithmiques de diagonalisation qu'on appelle les méthodes de Lange-Chose, c'est quelque chose qu'on sait faire actuellement pour 50 spins. D'accord ? Pas 51. Et peut-être dans 2 ans, on pourra faire 51, quand la loi de Moore nous aura donné un ordinateur un poil plus grand. Et donc, il va falloir attendre assez longtemps pour pouvoir en faire 10 puissance 21. Donc, clairement, une attaque brute force de ce problème, en attendant simplement que les ordinateurs s'améliorent, ne marchera pas. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir que dans ce domaine, tous les progrès numériques sont des progrès essentiellement algorithmiques, de sorte que si vous essayez de résoudre un problème avec les nouveaux algorithmes sur des ordinateurs d'il y a 20 ans, vous obtenez un bien meilleur résultat que si vous essayez de faire tourner les anciens algorithmes sur les ordinateurs d'aujourd'hui. Donc c'est un exemple où le temps de calcul ou la puissance des ordinateurs ne permettra pas de résoudre le problème. Il faut des méthodes d'approximation, des nouveaux concepts qui permettent d'inventer des nouvelles procédures et des nouveaux algorithmes. Ça, c'est le point de vue computationnel. Alors en fait, il y a quelqu'un qui avait très bien compris ça, qui s'appelle Paul Dirac, il avait compris plein d'autres choses aussi. Et en 1929, il a écrit un très bel article qui s'appelle Quantum Mechanics of Many Electron Systems, vraiment le cœur du sujet, où il disait en gros que maintenant on comprend la mécanique quantique et c'est la clé de toute la chimie et de toute la physique. Le seul petit problème, c'est qu'il va falloir résoudre les équations et que ça, c'est assez difficile à faire. En gros, voilà ce que dit si ce n'est impossible à faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette citation ? Si on la traduit en équation, elle veut dire que voilà l'hamiltonien de tous les solides qui existent. Ce sont des électrons, j'ai fixé les ions, pour simplicité, disons, Born-Oppenheimer. Ce sont des électrons qui ont une énergie cinétique, qui voient un potentiel périodique qui est le potentiel des ions du réseau. Et puis, il y a ce terme très méchant qui sont les interactions entre électrons, c'est ça qui rend le problème difficile. Il y en a 10 puissance 21 et il faut résoudre l'équation de Schrödinger. Donc voilà en gros ce que voulait dire Dirac. Et ça semble un petit peu, un point de vue très réductionniste, cette affaire. Hein. C'est-à-dire, en gros, l'idée c'est qu'il y a un empilement des sciences les unes au-dessus des autres et que si on peut résoudre l'équation de Schrödinger, on va pouvoir comprendre toute la chimie. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Cette citation de Dirac a quelquefois été interprétée d'une manière très arrogante, en disant que c'était un point de vue de physicien-théoricien sur toutes les sciences. Mais en fait, pas du tout. Si on lit la phrase suivante de l'article, la phrase suivante de l'article, c'est qu'il est indispensable de développer des méthodes pratiques permettant de résoudre les équations de la mécanique quantique, éventuellement de manière rapprochée, pour comprendre la physique de ces systèmes. Et il ajoute « without too much computation ». Alors évidemment, ce que veut dire Dirac en 1929 avec « without too much computation » n'est pas exactement la même chose que ce qu'on veut dire aujourd'hui avec « without too much computation », mais néanmoins, il y a un léger détail qui est intervenu entre les deux, qui est l'invention de l'ordinateur, mais néanmoins, cette phrase programmatique est toujours valable aujourd'hui et on peut considérer cet article comme la naissance du problème à n corps quantique comme domaine de la physique. Alors, je n'ai pas beaucoup le temps de parler des aspects computationnels de la physique quantique, mais c'est un domaine qui a fait énormément de progrès depuis une trentaine d'années. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la puissance des ordinateurs qui a permis ces progrès, c'est l'invention de nouveaux concepts.
comme la théorie dont je vais vous parler un petit peu plus tard, ou les réseaux de tenseurs, ou les choses comme ça. Et ce n'est pas donc la loi de Moore et l'augmentation de la puissance des ordinateurs. Néanmoins, il faut pouvoir calculer pour mettre en œuvre ces méthodes physique quantique computationnelles. Et dans ce contexte, avoir des capacités de calcul, c'est assez important. Et je voudrais saisir l'occasion de ce séminaire pour remercier l'équipe du CPHT et du Mésocentre de l'école qui nous permettent de travailler au quotidien dans le groupe de physique de la matière condensée du CPHT et d'autres à l'école évidemment aussi. Alors maintenant, je voudrais, dans une partie suivante, revenir sur le deuxième point, qui est pourquoi est-ce que ces systèmes nous obligent à repenser un petit peu le modèle standard des solides, si vous voulez, la manière habituelle de penser à la physique des solides. Alors en fait, si vous ouvrez un livre de physique des solides, comme par exemple Ashcroft-Hermine, vous apercevrez que dans le premier chapitre, on vous explique que les matériaux sont faits d'atomes, ce qui est vrai, et que les électrons sautent entre ces atomes et forment des bandes. Et puis, entre le chapitre 2 et le chapitre 45, on ne vous parle plus d'atomes. On ne vous parle que de gaz d'électrons. Et donc, un solide, c'est un gaz d'électrons, ce qui surprend toujours beaucoup les chimistes quand on vient leur parler, parce que pour eux, un solide, ce n'est pas un gaz d'électrons. Un solide, c'est un gaz d'électrons. Et oui, il y a des interactions entre électrons, mais on va les traiter perturbativement ou autres. Mais enfin, l'idée, c'est un gaz d'électrons. Alors, c'est une approche qui marche très bien pour plein de systèmes. Hein. On peut comprendre la physique des semi-conducteurs en termes de gaz d'électrons. Et il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la fonctionnelle de densité, qui est en gros l'état de l'art pour les calculs de structure électronique des solides, qui met en forme théoriquement cette idée. C'est-à-dire qu'il utilise le gaz d'électrons comme référence absolue pour comprendre la physique des solides. Et le point que je voudrais faire, c'est que dans ces systèmes à électrons fortement corrélés, il faut garder les atomes dans la description, au moins pendant beaucoup plus longtemps que simplement le chapitre 1. Donc je vais essayer d'expliquer ça un petit peu, et je voudrais expliquer ça en vous montrant de nouveau mon cartoon du solide du théoricien. Donc vous voyez que je reprends l'exemple de ma chaîne linéaire d'atomes d'hydrogène. Les électrons cherchent à sauter d'un site sur l'autre et ils ont une interaction répulsive U. Alors vous sentez bien que si U est petit devant l'amplitude de saut, on va pouvoir traiter les interactions perturbativement, et comme cette bande d'énergie est demi-pleine, il y a un électron par site alors qu'il pourrait y en avoir deux au maximum, et bien on va avoir un métal. Et on va pouvoir décrire ce système, quand U est petit, en termes d'onde de bloc, avec des corrections perturbatives dues à l'interaction. En revanche, on peut imaginer que quand U devient grand par rapport à l'amplitude de saut, eh bien, les électrons vont simplement refuser de sauter, comme vous le voyez ici, et donc on va avoir un système qui est localisé, un isolant, avec un électron par site, c'est-à-dire un isolant qui n'est pas dû au principe de Pauli à l'existence d'une bande pleine, mais un isolant qui est dû aux interactions. Alors si vous prenez un enfant de 7 ans et que vous essayez de lui expliquer pourquoi certains matériaux sont isolants, c'est très facile d'expliquer ça. Vous pouvez juste lui expliquer que c'est comme un wagon de métro, ça c'est le RERB, aux heures de pointe. Les wagons sont pleins, vous essayez de rajouter un électron, c'est difficile parce qu'il y a un principe de non-double occupation, c'est l'interaction U. Et donc le système est incompressible, peut-être pas le mot que vous utiliseriez dans ce cas-là, mais vous ne pouvez pas rajouter une personne. Donc c'est un isolant. Et ce n'est pas un isolant parce qu'on a une bande pleine et des interférences destructives avec un principe de Bragg, ça c'est très dur à expliquer, d'accord, c'est pourtant ce qui se passe dans plein d'isolants. Mais ces isolants-là, ils sont très faciles à expliquer. C'est assez marrant, c'est un peu comme ce que disait Groucho-Marx. Mais ils sont très faciles à expliquer, mais en revanche, quand on fait de la théorie des bandes, et quand on a l'image du gaz d'électrons en tête, ils sont très difficiles à expliquer, parce que c'est un effet des interactions. Il faut partir de l'atome. En gros, cet isolant, c'est juste une collection d'atomes qui refusent de se parler. Donc si on garde les atomes dans la description, on peut très bien décrire cet isolant en termes simples.
Et donc c'est ça mon point, c'est que dans les matériaux à forte corrélation, la physique des atomes est essentielle. Et ça, c'est pas juste un cartoon de théoricien, c'est quelque chose qu'on voit dans les expériences. Alors je vais vous montrer une expérience qui montre ça, qui est une expérience de photoémission. Je ne sais pas si Luca est toujours dans la salle, mais Luca est une des personnes ici du campus qui fait des expériences de photoémission. Ça consiste à venir avec un faisceau de photons et à extraire un électron du système, à mesurer l'énergie et l'impulsion de cet électron. Et ça permet de... c'était ça le slide. Ça permet de mesurer la densité d'état du système, en termes, disons, simples. Et voilà une mesure de cette densité d'état pour un matériau qui est un oxyde de métaux de transition, qui est un métal. Donc ce n'est pas tout à fait encore un isolant, mais c'est un système déjà avec des fortes corrélations électroniques. Et donc ce que vous voyez ici, c'est deux choses. Vous voyez que ce spectre de photoémission a des états proches du niveau de Fermi, qui est ici. Donc c'est bien un métal, il y a des états proches du niveau de Fermi. Et vous voyez que si vous faites un calcul de bande, un calcul de structure électronique basé sur les ondes de Bloch et la fonctionnelle de densité, vous allez trouver que la largeur de bande de ces quasi-particules est 2 fois trop grande par rapport au spectre de photoémission. Ça veut dire que l'énergie cinétique de ces quasi-particules est 2 fois plus petite que ce que prédisent les calculs de structure électronique. Alors ça, c'est pas très étonnant. Imaginez que vous ayez votre wagon de RER qui soit pas tout à fait plein, mais que, donc c'est un état métallique dans lequel les personnes peuvent se déplacer, mais néanmoins une personne essaye d'aller d'un bout du wagon à l'autre. Alors pour faire ça, il va devoir pousser des gens, etc. Et donc il va acquérir une masse qu'on appelle la masse effective, qui est plus grande que sa masse dans une place vide. Ce serait sa masse nue. Et donc c'est ça cet effet. C'est l'effet de grande masse effective des quasi-particules. C'est un premier effet des interactions. Et vous voyez qu'il y a un deuxième effet, qui est qu'ici il y a un pic satellite à peu près 1,5 eV, qui n'est pas non plus présent dans le calcul de structure de bande, qui est le calcul pointillé. Et ça, c'est extrêmement simple. Ce matériau ici, il a un électron dans la couche D du vanadium, et quand on fait de la photoémission, on enlève cet électron. Il y a une certaine énergie de liaison atomique, ça coûte une certaine énergie, qui dans le solide est 1,5 eV, et c'est pour ça qu'il y a ce pic. Donc n'importe quel physicien atomique comprend ce pic très facilement. Néanmoins, quelqu'un qui fait des calculs de structure de bande ne comprend pas ce pic parce qu'il n'a pas les atomes dans la description. Donc voilà l'idée. Donc il y a ces deux effets qui ont été discutés séparément au cours de l'histoire de ce sujet. Cela plutôt par M. Hubbard lui-même, pour lequel il a inventé le modèle de Hubbard, et cela plutôt par des gens comme Brinkman et Rice, à cause de V2O3 dans les années 70 à Bell Labs, l'exemple que je montrais au début. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est un petit peu, si vous voulez, c'est un petit peu Mott versus Bloch. Mott, c'est la physique atomique, et Bloch, c'est les ondes de Bloch du métal. Comment est-ce qu'on va se tirer de ce problème? Eh bien, une manière de se tirer de ce problème, c'est de développer une approche qui est une approche où on garde les atomes dans la description. Et on va vouloir décrire tous les états à n corps de la manière dont on met n atomes dans une couche atomique. Et en même temps, on va vouloir aussi décrire finalement, quand on va vers les bases d'énergie proches du niveau de Fermi, on va vouloir décrire l'émergence des états de quasi-particules si on est dans un métal. Alors il y a une théorie qui fait ça, qui est une théorie que j'ai contribué à inventer, il y a déjà bien longtemps, au siècle dernier aussi, qui s'appelle la théorie du champ moyen dynamique, dont je n'ai pas vraiment le temps de parler en détail parce que c'est presque la fin du séminaire. Mais en gros, l'idée derrière cette théorie, elle est très simple, elle consiste à remplacer mon cristal dans lequel se déplacent les électrons par un atome effectif qui interagit avec un milieu avec lequel il échange les électrons. Et donc vous voyez que c'est une théorie qui n'est pas fondée sur un gaz d'électrons. C'est une théorie dans laquelle on garde l'atome. Si chacun de ces atomes était isolé, on résolverait ce problème exactement. Donc on aurait par construction tous les états propres, qui sont déjà des petits problèmes à n corps relativement complexes de chaque atome. Et puis quand on se met à brancher l'amplitude tunnel de saut entre ces électrons, eh bien on construit une sorte de théorie de milieu effectif. Ce milieu effectif, il décrit le reste du système de manière autocohérente, et on peut comme ça traiter à la fois la limite où les atomes sont isolés, il n'y a pas d'amplitude tunnel, et la limite où
l'interaction est zéro. Cette théorie est exacte dans les deux limites. Et donc, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'aurait pas dû se passer. Et donc, on peut espérer qu'elle interpole raisonnablement entre ces deux limites. Voilà. Alors, en termes techniques, je vous passe les détails, mais en termes techniques, ce qu'on fait, c'est qu'on imagine qu'on est dans le réseau cristallin, qu'on regarde un atome et qu'on regarde son évolution, de l'évolution de son état quantique au cours du temps. Donc, par exemple, si j'ai un atome qui est juste mon modèle de Hubbard, il peut être occupé par quatre, il peut être dans 4 états quantiques, soit il n'y a pas d'électrons, soit il est up, soit il est down, soit il est doublement occupé. Et on regarde toutes les histoires de ces sauts quantiques entre ces différents états. Et on écrit une théorie effective pour ces sauts quantiques qui est reliée de manière self-consistante à ce qui se passe dans l'ensemble du réseau. Donc en termes techniques, ça ressemble à des équations de ce type, où on doit résoudre un atome dans un bain de manière autocohérente. Il y a une boucle de self-consistance, je vous passe un petit peu les détails. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette théorie? D'une certaine manière, cette théorie, elle répond un petit peu au programme de Dirac. En fait, un des bonus qu'on a quand on utilise cette approche, c'est qu'un certain nombre des méthodes numériques qui ne marchent pas quand on essaye de les appliquer directement au solide se mettent à marcher dans ce problème d'un atome dans un bain. Et donc, on peut faire énormément de progrès numériques grâce à cette simplification. Alors, évidemment, cette simplification, elle est approchée et elle marche formellement dans une limite qui est la même limite dans laquelle marche la théorie du champ moyen d'un aimant. C'est la limite où chaque site aurait beaucoup de voisins, la limite de dimension infinie. C'est pour ça qu'au début de cet exposé, je disais qu'on comprend le modèle de Hubbard en dimension 1 et en dimension infinie. Et entre les deux, c'est une approximation. Alors, c'est une approximation, mais qui permet de comprendre pas mal de choses. Et une des premières choses, disons, dans les années 90, que cette théorie a permis de faire, c'est de produire une description théorique de la transition de mode, donc de cette transition entre un état isolant et un état métallique, qui tienne à la fois compte de ces états atomiques et de ces états de quasi-particules dont je parlais tout à l'heure, et des transferts de poids spectraux qui existent entre ces deux types d'excitation quand on change la température, la pression, la nature chimique du système, etc. Donc une théorie très complète de cette transition métal-isolant qui tient à la fois compte des quasi-particules de basse énergie et des excitations atomiques. Une des autres choses, je vais passer quelques slides, une des autres choses qui est arrivée un petit peu après, c'est qu'on peut marier ces méthodes de théorie de champ moyen dynamique à des calculs de structure électronique et pour des vrais systèmes. Donc on n'est plus obligé seulement de s'occuper du modèle de Hubbard, mais on peut aussi marier ces méthodes avec des méthodes de calcul de structure électronique qui tiennent compte de la vraie structure et de la vraie nature chimique d'un matériau donné. Et on peut comme ça faire des calculs, donc passer un petit peu du modèle de la vache sphérique au vrai système qu'on veut regarder, si vous voulez. Et voilà un exemple, alors je n'ai pas vraiment le temps d'entrer dans les détails, je vais passer un certain nombre de slides, mais voilà un exemple de comparaison entre ce type de calcul, toujours pour ce matériau strontium VO3 que je vous montrais tout à l'heure, et les spectres de photoémission. Et donc vous voyez ici, alors maintenant c'est mon laser qui me lâche, super, et donc ce que vous voyez ici, c'est ces quasi-particules et ces excitations atomiques, les points c'est des manips de photoémission, et puis les lignes en trait plein, plein ou pointillés, c'est des calculs qui sont des combinaisons entre cette théorie de champ moyen dynamique et les méthodes de calcul de structure électronique. Alors évidemment, ces méthodes ont aussi des limitations, et je voudrais juste en mentionner une. Il y a des matériaux dans lesquels ces méthodes ne marchent pas, enfin, cette méthode particulière ne marche pas dans son état originel, disons. Et c'est le cas en particulier des matériaux dont je parlais au début, qui sont les cuprates supraconducteurs. Dans ces matériaux-là, la manière dont les quasi-particules disparaissent quand on s'approche de la transition de mode est particulièrement perverse. Elles disparaissent de manière sélective dans la zone de Brillouin. Donc ça, c'est Kx, Ky, la zone de Brillouin bidimensionnelle de ces matériaux. Et donc ça, c'est de nouveau des expériences de photoémission. Vous voyez qu'il y a un pic ici qui signale l'existence de quasi-particules quand on est ici dans la zone de Brillouin, mais quand on est là,
il n'y a pas de pic, il y a une sorte de gap. Et donc ça, c'est le problème dit du pseudo-gap. On est dans un état métallique, mais avec un gap qui s'ouvre seulement partiellement dans une certaine zone de la zone de Brillouin. Et pour comprendre ce problème, il faut aller au-delà de ces méthodes de champ moyen dynamique, mais la théorie permet ces extensions. Et au CPHT, il y a un expert de ça, qui est Michel Ferrero, qui est là-haut, qui a développé des méthodes permettant d'étendre cette théorie de champ moyen dynamique depuis un atome dans un bain jusqu'à un petit cluster de sites dans un bain. Et ces approches-là permettent de comprendre ce phénomène du pseudo-gap. Et c'est toujours un sujet de recherche actif de continuer la compréhension de ce problème. Alors bon, voilà, donc j'arrive à la fin du séminaire. Je vous passe un certain nombre de choses. C'est essentiellement la fin du séminaire. On a vu des exemples qui étaient plutôt la jungle des matériaux et des exemples qui étaient plutôt les modèles très simples. Pour juste finir, j'ai parlé au tout début du séminaire de ces ordres en compétition et du fait qu'il y avait beaucoup de phases différentes dans ces systèmes. Et donc, un des problèmes que ça pose, c'est la question du contrôle. Donc, est-ce qu'il est possible, pas seulement d'étudier ces systèmes, mais d'essayer de leur dicter ce qu'ils doivent faire? Alors, comment on peut faire ça? Alors, il y a évidemment toutes les méthodes du chimiste. On peut essayer d'agir sur le système en le dopant ou en appliquant la pression. Ça, c'est plutôt des méthodes de physiciens, ou en faisant des substitutions atomiques. Donc ça, c'est toutes les méthodes classiques, disons, de la physique du solide. Mais il y a des méthodes plus modernes, plutôt des méthodes de physiciens qui ont été développées récemment. Et il y en a en gros, il y en a de plusieurs types, mais en gros, il y en a de deux catégories. Il y a des méthodes qui consistent à faire des hétérostructures de ces systèmes, donc de faire croître de manière épitaxiée des couches d'oxyde sur d'autres couches d'oxyde, comme on sait très bien le faire dans la physique des semi-conducteurs depuis des décennies, mais maintenant appliquée à ces matériaux complexes. Et puis il y a une autre méthode pour contrôler ces systèmes qui consiste à utiliser la lumière, donc des pulses femtosecondes par exemple, pour interagir avec les électrons du système ou avec les modes structuraux du système, et essayer d'influencer la compétition entre phases. Alors j'ai juste 2 slides sur ça et puis je vais conclure. Ça c'est sur l'aspect hétérostructure. Depuis environ une quinzaine d'années, on sait faire des hétérostructures d'oxyde avec des qualités épitaxiales qui sont quasiment aussi bonnes que dans la physique des semi-conducteurs. Ça c'est un des papiers pionniers du domaine par Harold Wong, qui est maintenant à Stanford. Et vous voyez ici un exemple d'hétérostructure où il y a des couches de STO et une couche de LTO en alternance. Et vous voyez la qualité épitaxiale de ces structures élaborées par épitaxie par jet moléculaire. Et ça a ouvert tout un nouveau domaine de recherche qui est l'étude des hétérostructures d'oxyde de métaux de transition, avec une découverte qui a été la supraconductivité de nouveau dans des interfaces LAO-STO. Et puis une autre technique pour contrôler ces systèmes, c'est de les exposer à des faisceaux laser qui vont soit chauffer les électrons et ensuite ces électrons relaxent vers les modes du réseau et on va regarder comment cette relaxation se passe, soit en essayant d'agir avec des faisceaux laser qui sont plutôt dans le domaine du terahertz sur des modes structuraux particuliers du système et basculer le système d'un état structural dans un autre état structural sur des échelles de temps faibles, de l'ordre de quelques picosecondes, par exemple d'un état isolant à un état métallique en excitant un mode structural donné du réseau. Alors ça, c'est des choses qui ont été pas mal développées par Andrea Cavalieri au Max Planck de Hambourg. Et ce type d'expériences, qui sont des expériences pompe-sonde, pas forcément dans le même régime de fréquence, c'est aussi le genre de choses que fait Luca ici sur le plateau. Voilà, et puis une dernière voie qui est assez active actuellement, consiste à mettre ces matériaux dans des cavités optiques. Donc ça, c'est quelque chose qui a été pas mal démarré par le groupe de Thomas Ebbesen à Strasbourg, et à faire une intrication entre les électrons, par exemple, et les photons de la cavité optique, de manière à trouver des nouveaux états de la matière.
nouveaux états collectifs, mais qui sont cette fois des états collectifs intriqués de photons et d'électrons. Voilà, ben j'ai fini. Un des trucs que je trouve très beau dans ce domaine, c'est que d'une certaine manière, on n'a pas trop besoin de se demander si on est plutôt du côté fondamental ou si on s'intéresse à des vrais matériaux qui ont éventuellement des potentialités applicatives. On peut essayer d'être un petit peu à l'intersection de ces différentes thématiques. Ce n'est pas vraiment ce que je fais moi, mais il y a des gens qui arrivent à tenir cet enjeu. Et voilà, c'est la fin du voyage.